L'échiquier international, soyez les bienvenus. Plan de paix pour l'Ukraine proposé par Donald Trump, 28 points ou 19, peu importe, comme cadre de travail pour mettre fin aux hostilités. Plan au contour flou, il faut le dire, mais qui livre certains éléments déterminants qu'on va voir ce soir. Alors, plan de paix en Ukraine, certes proposé par la Maison-Blanche, mais qui met l'ensemble des partis aux abois, sauf étonnamment les Russes, sur qui la pression paraît moins s'exercer. À entendre les officiels du Kremlin et les déclarations du président russe Vladimir Poutine, on n'est pas pressé à en finir avec les hostilités sur le théâtre des opérations, sans doute à cause des gains obtenus. Chose, malgré son côté making deals du président américain, qui est obligé, lui, de prendre en compte, lui qui est d'ailleurs aussi sur le point de dépêcher à Moscou son envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner pour parfaire une solution définitive en Ukraine. Les dessous du plan de paix de Trump en Ukraine, on en parle et c'est tout de suite. Comprendre le plan de paix de Trump en Ukraine, on en parle avec Jacques Beau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir. Un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir, Jacques Beau. Alors, ancien membre du renseignement stratégique suisse, vous avez travaillé au sein de l'OTAN pour des programmes en Ukraine en 2014. Auteur également de 5 livres qui touchent au sujet du jour, avec le dernier Guerre secrète en Ukraine. Première question, Jacques Beau, actualité oblige. Andriy Yermak, chef du cabinet de Zelensky, démissionne après une perquisition à son domicile, et ce dans le cadre d'une enquête anticorruption. Surtout que Andriy Yermak devait conduire une délégation participant au pourparlers de paix avec les États-Unis et la Russie. Cette affaire tombe au pire moment pour Zelensky. L'étau semble aussi se resserrer sur la partie ukrainienne. Les raisons et les tenants et les aboutissants de cette campagne anticorruption, qui a commencé d'ailleurs, je le rappelle, au mois de juillet de cette année, ne sont pas tout à fait claires. Certains y voient la main des États-Unis qui aujourd'hui essayent de faire pression sur Zelensky pour qu'il approuve, pas qu'il approuve, mais qu'il travaille avec les Américains, si vous voulez, davantage pour la résolution politique du conflit. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je n'en sais rien et je crois que personne n'en sait vraiment rien. Toujours est-il que depuis quelques jours, on a une accentuation des 2 institutions qui avaient été créées en 2014 pour lutter contre la corruption, c'est le NABU et le SAPO. SAPO qui est un organe d'investigation pour lutter contre la corruption, et le NABU qui est un bureau qui est subordonné au procureur général de l'Ukraine et qui est censé traiter les questions de corruption. Et vous avez dit que Yermak avait donné sa démission. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment donné sa démission. Moi, j'ai vu qu'il y avait un décret de Zelensky qui relevait Yermak de ses fonctions. Alors, est-ce qu'il a démissionné ou est-ce qu'il a été limogé? La question reste entière. J'ai un peu l'impression que Zelensky a fait sauter un fusible le jour où les organes d'anticorruption ont fait une perquisition à l'intérieur de l'appartement ou des locaux de Yermak. Voilà, donc en fait, on essaye un petit peu de couper les fusibles avant qu'ils touchent trop le président. C'est un peu le sentiment que j'ai. Mais de nouveau, je pense qu'on est un peu au niveau des conjectures aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'explication très claire sur la manière dont cette campagne anticorruption est menée. Alors, revenons sur la thématique du jour, le fameux plan de paix en Ukraine initié par Trump. À lire la presse européenne, dans les grandes lignes en tout cas, la majorité des articles disent ou affirment que ce plan pencherait davantage du côté russe que du côté ukrainien. Votre sentiment? Tout d'abord, je ne pense pas qu'il soit correct de parler d'un plan. Ce n'est pas un plan, c'est une liste de points à discuter, disons ça comme ça. Et c'est une liste qui a commencé à être élaborée avant la visite de Vladimir Poutine en Alaska en août de cette année. Anchorage. Quelques jours avant,
Steve Witkoff est allé à Moscou pour discuter certains points qui pourraient faire l'objet d'une discussion au sommet d'Anchorage. C'est ce qui a été fait. Il y a certains points qui ont été établis là. Puis, à Anchorage, il y a un certain nombre de points qui ont été ajoutés à une liste qui pourrait faire l'objet d'une négociation. Et les Russes ont simplement dit que, voilà, il y a des points, il faut les discuter. Puis, Anchorage, Donald Trump s'était engagé à transmettre la position russe à Zelensky de façon à ce qu'on puisse avoir une vraie négociation qui commence. Et il était prévu de faire le sommet de Budapest dans lequel on aurait, si vous voulez, un peu finalisé la liste des points à discuter, si je peux dire ça comme ça. Et Zelensky ayant refusé de faire cette liste, Trump a annulé le sommet de Budapest, comme vous le savez. Mm-hmm. Mais entre-temps, ils ont continué à travailler sur une liste, et cette liste, elle a été faite entre Steve Witkoff, Keith Kellogg, probablement, en tout cas pour une partie des documents, et Jared Kushner, qui est, comme vous le savez, le beau-fils de Donald Trump et qui est un peu son envoyé spécial pour un certain nombre de choses. Et puis, probablement, Donald Trump lui-même. Et ça s'est fait au sein de la Maison-Blanche. Donc, il n'y a pas eu si vous voulez, c'est pas Poutine qui a dicté cette liste, etc. D'ailleurs, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous lisez ce document, d'abord, vous voyez qu'il y a plusieurs versions du document. Ce qui montre que le document n'est pas un plan, pour un plan de paix, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui esquisse les différentes phases d'un plan de paix avec les différentes conditions, les modalités d'application, etc., etc. On n'est pas du tout là-dedans. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une liste. Et puis, de cette liste, on voit qu'il y a eu plusieurs versions, ce qui laisse supposer qu'en réalité, on n'a pas un plan définitif qui a été élaboré et qui a été présenté par les médias Axios et Politico le 18 novembre, mais en fait, on a un document de travail, ces documents qui, ce qu'on a dit en anglais un rolling document, c'est un document qui roule, c'est un document qui vit, c'est-à-dire qu'on ajoute des points, on les enlève, etc. Et il y a plusieurs versions de ce document qui existent. D'ailleurs, le 17 novembre, c'est-à-dire la veille de la publication des premiers documents par Axios et Politico, la Maison-Blanche, ou l'équipe de la Maison-Blanche, a lu la version qu'ils avaient à Zelensky, donc le 17 novembre. Donc ça on le sait. On sait par ailleurs que vous avez un parlementaire ukrainien qui a une version ukrainienne de cette liste qu'il a mis sur les réseaux sociaux le 20 ou 21 novembre. Par conséquent, il y a un certain nombre de versions de ce document. Les Russes n'en ont pas reçu de version officielle. Ils ont reçu un document comme pratiquement tout le monde l'a eu en téléchargeant sur Internet, mais il n'y a pas de version définitive qui a été communiquée aux Russes en disant voilà, c'est la version finale sur laquelle on travaille. En effet, et les versions qui ont été publiées le 18 novembre sont en réalité des versions fuitées, si vous voulez. La majorité. Donc ça, c'est très important de le dire parce que ça indique que ce qu'on a compris en Occident comme étant une sorte de plan définitif que les Ukrainiens devaient accepter, qui avait été dicté par les Russes, etc. Non, c'est un document qui devait encore être négocié, qui liste simplement des points de discussion. Et là, il est aussi important de comprendre la notion de négociation. Jusqu'à maintenant, on a été habitué, on l'a vu d'ailleurs dans le cas de la Palestine, on l'a vu dans le cas de l'Iran, on l'a vu dans différentes situations. Donald Trump, c'est quelqu'un qui établit ses règles et ensuite il va vers son adversaire, puis il pose les règles sur la table, il dit voilà, ça c'est le deal que je vous propose et si vous n'êtes pas content, on vous tire dessus. En gros, c'est comme ça qu'il fait. Alors, ce n'est pas du tout la manière de faire des Russes. Les Russes ont dit, et
contrairement à ce que vous disiez, ou ce que vous m'aviez posé la question, c'est pas vous qui l'avez dit, mais le document qui a été proposé, il n'est pas très favorable aux Russes si on l'analyse bien. Il est même assez défavorable aux Russes en réalité. Et les Russes ont dit, on est d'accord de discuter sur cette base, c'est-à-dire que pour les Russes, on a un document qui sert aux uns et aux autres de base de discussion. C'est un peu comme quand vous allez sur le marché, que vous voulez vous acheter des oignons ou n'importe quoi, une salade, et puis vous avez un prix qui est indiqué, et puis vous négociez le prix avec le vendeur. Et donc, vous voulez payer le moins possible, et lui veut gagner le plus possible. Et puis, on se met d'accord sur un prix final. Et c'est exactement comme ça que voient les choses, que les Russes voient les choses. Donc, pour eux, c'était le document qui a été présenté ne devait pas être le document qui devait être accepté par l'Ukraine ou pas, c'est un document qui devait ensuite être posé sur la table et où, point par point, chaque partie donnait son point de vue et voir quels étaient les éléments communs, jusqu'où pouvaient aller les Russes, jusqu'où pouvaient aller les Ukrainiens, de façon à avoir à la fin un document qui satisfasse tout le monde ou bien qui ne satisfasse personne, parce que dans la diplomatie, en tout cas en Suisse, on dit qu'un bon traité ou un bon accord, c'est lorsque les deux parties du traité ne sont pas satisfaites. Donc voilà, c'est un dicton qu'on a. Voilà. Alors tout de même, Jacques Beau, les Russes ont toujours dit que leurs conditions d'entrée dans les négociations pour la fin des hostilités étaient il y a plusieurs points saillants, mais on a retenu 2 points quand même qui nous paraissent essentiels. Le premier, c'est que l'Ukraine devrait renoncer à adhérer à l'OTAN. Il y a un autre point, la question des 4 oblasts que sont Kherson, Zaporizhia et Donetsk et Lugansk. Il y a d'autres éléments concernant entre guillemets, ce plan de paix, puisqu'il n'est pas définitif, on va l'appeler comme ça par facilité de langage. Il y a d'autres éléments, mais ça semble être en tout cas les points sur lesquels les Russes insistent. Est-ce que les Américains et justement Moscou, à quelques détails près, sur ce point, sont plus ou moins d'accord? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que les points que vous avez évoqués, c'est-à-dire la participation de l'Ukraine à l'OTAN et la question des 4 oblasts, a été mis par Vladimir Poutine, a été énoncé comme condition pour rentrer dans un processus de négociation. Donc, il y a, comme vous l'avez très justement dit, il y a différents autres points qui doivent être traités, évidemment pas que ça, mais la condition initiale pour entrer dans la négociation, c'est ce qu'avait dit Vladimir Poutine le 14 juin 2024 à une réunion du ministère des Affaires étrangères russe. Il avait dit il nous faut 2 conditions. La première, c'est que l'Ukraine abandonne l'idée d'entrer dans l'OTAN, et la deuxième, c'est que les 4 oblasts de Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk soient libérés de troupes ukrainiennes. Alors, la première exigence, si vous voulez, de la participation à l'OTAN, en réalité, on discute un peu sur on fait de la prose de M. Jourdain là autour, parce que Joe Biden avait déjà dit, Anthony Blinken, qui était son secrétaire d'État à l'époque, Marco Rubio, puis ensuite Donald Trump, ont tous dit que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Alors, il y a de la gesticulation européenne là autour, mais en réalité, les Américains n'en veulent pas. Et la raison est très simple, c'est que avoir un pays qui est déjà en guerre à l'intérieur de l'OTAN, ça augmente les risques que l'OTAN soit engagée dans une guerre. Alors, et là, c'est très important aussi de parler, de définir exactement ce qu'on entend par OTAN. L'OTAN est une organisation qui a été mise sur pied autour de la puissance nucléaire américaine. C'est-à-dire que l'idée, pendant la guerre froide, alors que l'URSS se dotait de l'arme nucléaire, eh bien, c'était de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Et ça, c'est la finalité de l'OTAN. Donc, toutes les autres choses, tout ce qu'on peut dire, d'ailleurs, qui ne sont pas exactement des missions de l'OTAN, à vrai dire, mais bref, on ne va pas discuter sur toutes ces choses-là. La vraie fonctionnalité de l'OTAN, c'est de mettre les Européens sous le parapluie nucléaire américain. Ça veut dire que lorsque vous faites entrer dans l'organisation un pays qui est déjà en guerre avec une puissance nucléaire, vous avez de forts risques de vous diriger vers une guerre nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle les Américains sont opposés, en réalité, à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Malgré le fait
que, comme d'ailleurs Zelensky lui-même avait dit en mars 2022, que lorsqu'il avait demandé à Biden si oui ou non l'Ukraine entrerait dans l'OTAN, Biden lui a dit non, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais en revanche, pour l'opinion publique et pour dans les médias, on dira que la porte reste ouverte. Donc on joue sur les mots et on fait miroiter quelque chose à l'Ukraine qu'il n'aura jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant les oblasts, alors si vous permettez, puisque j'ai la possibilité, enfin j'espère que j'ai la possibilité, je vais vous montrer une carte. Allez-y. Et si vous mettez en plein écran, vous aurez la possibilité de voir la carte. Et ça vous permet de voir un petit peu la configuration. Alors, quand vous avez, en Ukraine, vous avez donc les 4 oblasts ici, qui sont, je crois qu'on ne voit pas très bien sur la manière dont vous avez cadré. Je vais abandonner l'idée. Non, mais allez-y, la régie s'en occupe, allez-y. On a les 4 oblasts, on a la ligne de front qui est ici en bleu, et puis on a cette ligne rouge qui est la ligne qui a été définie en juin 2024 par Vladimir Poutine comme étant la ligne au-delà de laquelle toutes les forces ukrainiennes doivent se retirer. Donc vous voyez qu'on a 2 lignes. La ligne de front montre la limite actuelle des forces russes et vous voyez que pour les oblasts de Kherson, Zaporozhye et Donetsk, grosso modo 25% en moyenne, grosso modo, de ces oblasts sont toujours en main ukrainienne et selon Poutine devraient sortir des frontières administratives de ces oblasts de façon à pouvoir commencer. Alors là, ce qu'a fait Steve Witkoff et proposé aux Russes et ce qui se trouve dans l'accord, enfin le plan comme de 28 points, c'est cette ligne rouge-là, cette nouvelle ligne rouge qui montre que pour les oblasts de Donetsk et Lugansk, on a respecté plus ou moins ce que les Russes voulaient. Et puis, pour les oblasts du Sud, on a pris la ligne de front. Donc, si vous voulez, on a coupé la poire en deux entre ce que les Russes voulaient et ce que les Ukrainiens voulaient. C'est le fameux plan, les Ukrainiens étaient d'accord. C'est le fameux plan Kellogg et ce qu'avait proposé Kellogg aussi. Voilà, c'est vraiment un intermédiaire, un compromis entre les 2 positions, si vous voulez. Alors, avec une petite nuance dans le plan à 28 points, c'est qu'on a ajouté une zone démilitarisée qui est dans l'oblast de Donetsk, ce qui fait que, grosso modo, on a la situation qui était en réalité proche de la situation de Keith Kellogg. Et ce que les Russes n'en veulent pas, surtout. Alors, exactement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un plan favorable aux Russes. Sur le point également de la situation militaire en Ukraine, on a vu le 26 octobre dernier le président russe Vladimir Poutine rendre visite à Valéry Gerasimov sur le front. On ne sait pas exactement où c'est, on sait que c'est sur le front. Alors Gerasimov n'est autre que le chef d'état-major des forces armées. On a vu que les 2 hommes discutaient à propos d'un encerclement de quelques 10 500 soldats ukrainiens, notamment dans les villes de Pokrovsk et Kopiansk. Est-ce que c'est ce type de nouvelles alarmantes vues par les Américains qui, par exemple, met la pression sur les mêmes Américains pour conclure un accord? C'est-à-dire une défaite ou une débâcle militaire ukrainienne sur le champ de bataille, pour le dire différemment. Oui, alors évidemment, ici, on est dans un format un peu plus court, ce qui fait que je n'ai pas pu élaborer là-dessus, mais effectivement, ce qui a déclenché le besoin d'avoir une liste de points à traiter et une négociation entre Russes et Ukrainiens vue des Américains, ça a été cette visite de Vladimir Poutine au groupe des forces centres. Donc c'est un des groupes qui composent les forces russes en Ukraine. Et là, comme vous l'avez dit, Gerasimov a parlé de cet encerclement. Et depuis, il y a eu plusieurs encerclements. Et au-delà de ça, au même moment, Zelensky disait non, il n'y a pas d'encerclement, il n'y a que quelques soldats russes dans Pokrovsk, mais on va les éliminer, etc. Donc Trump a compris que, d'une part, les Ukrainiens
arrangeaient la réalité un petit peu comme ça les arrangeait, donnaient une image beaucoup plus victorieuse de ce qu'ils font que la réalité, et que d'autre part, la situation était considérablement plus alarmante que ce que disait Zelensky. Et que par conséquent, si on voulait éviter d'avoir une situation un petit peu comme on a connu à Saïgon en 1975 ou bien à Kaboul en 2021, eh bien, il fallait probablement avoir un processus de négociation pour que, si vous voulez, le conflit atterrisse en douceur, si vous me passez l'expression, et pas qu'on ait tout d'un coup une défaite, comment dire, décisive, pourrait-on dire, pour l'Ukraine. Et c'est en réalité pour aider l'Ukraine que les Américains sont venus avec une proposition de négociation. C'est ce que les Européens ne veulent pas comprendre, parce que les Européens, et Kaja Kallas l'a dit encore il y a 2 jours, les Européens continuent à prétendre que l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. Alors, c'est vrai qu'elle ne l'a pas perdue au sens strict du terme, mais on voit bien que tout ce qui se passe sur le champ de bataille va dans la direction d'une défaite annoncée en réalité. Alors, dans l'art de la guerre russe, c'est votre livre, hein, L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, sorti l'an dernier. Vous évoquez les erreurs des uns et des autres, mais vous expliquez aussi le fameux art de guerre russe, peaufiné d'ailleurs pendant la guerre mondiale, la bataille de Koursk à l'été 1943, et surtout l'opération Bagration 1 an plus tard. Et au fond, cet art russe de la guerre, je schématise parce qu'on n'a pas le temps, l'art de la guerre russe n'est pas le grignotage de kilomètres carrés, mais justement, c'est la désarticulation de l'ennemi. Est-ce que cette guerre en Ukraine, selon vous, est une énième illustration de cet art de la guerre russe ? Alors, le problème, c'est qu'en Occident, on a tendance à mesurer le succès militaire en kilomètres carrés, alors que les Russes, comme vous l'avez justement suggéré, voient le succès en termes de destruction de potentiel. D'ailleurs, je vous rappelle que les 2 objectifs qui ont été énoncés par Vladimir Poutine le 24 février 2022, c'était la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ce qui en principe revient au même. Démilitarisation, ça concerne le potentiel militaire, dénazification, ça concerne le potentiel paramilitaire, pour simplifier les choses. Et donc, effectivement, les Russes visent une destruction du potentiel militaire. Et alors, quand vous regardez, par exemple, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui disait l'autre jour, lors d'une interview, il disait « Les Russes sont en situation d'échec parce qu'en 1000 jours, ils n'ont fait que prendre 1% du territoire ukrainien ». Alors, ça illustre cette incompréhension occidentale. En réalité, si vous regardez pendant ces 1000 jours, alors peut-être bien que ça a été 1% du territoire ukrainien, c'est possible. Mais ce qui est plus significatif, et là je me base sur les chiffres qui étaient donnés par un site ukrainien qui calcule le nombre de morts ukrainiens, eh bien pendant ces 1000 jours, selon ce site ukrainien, il y aurait plus de 600 000 morts. Donc vous voyez que les Russes ne s'intéressent pas au nombre de kilomètres carrés, ils ne s'intéressent pas au nombre de villages qu'ils prennent, ils s'intéressent à la destruction du potentiel. Et les Ukrainiens, parce que les Occidentaux l'encouragent à défendre chaque mètre carré, eh bien, Zelensky envoie des soldats pour défendre chaque mètre carré. Et là, les Russes n'ont même pas besoin de faire des grandes opérations, il suffit, avec de l'artillerie, de détruire ce qu'il y a sur ces mètres carrés. Donc, on est dans une situation où les 2 côtés ont une compréhension différente de la guerre, et cette compréhension différente de la guerre joue en défaveur de l'Ukraine depuis le début en réalité. Et par conséquent, on a presque mathématiquement une victoire de la Russie qui est en train de se dessiner. De nouveau, l'Ukraine n'a pas encore perdu, on ne peut pas parler encore de victoire de la Russie, mais enfin, tout pointe dans cette direction malgré les déclarations des politiques européens qui essayent surtout de se convaincre eux-mêmes que ça vaut la peine de continuer à soutenir l'Ukraine. En réalité, aujourd'hui, la meilleure manière de soutenir l'Ukraine, ce serait de l'inciter à entrer dans un processus de négociation. Elle perdrait probablement des kilomètres carrés, ça c'est certain. En revanche, elle préserverait ce qui est le plus important. Et ce qu'on ne peut jamais récupérer, c'est les vies humaines. Et c'est les vies, parce que les vies humaines, ces soldats qui meurent sur le champ de bataille, ce n'est pas seulement
des soldats qui meurent, c'est aussi des ouvriers, c'est des artisans, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui devraient par la suite faire prospérer l'Ukraine, quelle que soit la configuration géographique qu'elle est, n'est-ce pas? Et c'est ça que les Européens aujourd'hui ne veulent pas comprendre, et je pense qu'ils le font à dessein d'ailleurs, puisque Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, disait tout récemment qu'il y avait 2 points au plan européen pour la guerre en Ukraine. Premier point, c'était l'affaiblissement de la Russie. Deuxième point, aider l'Ukraine. Par conséquent, l'Ukraine tombe en deuxième point. Ce n'est pas le premier point. Le premier point, pour les Européens, ça n'est pas d'aider l'Ukraine, c'est d'affaiblir la Russie. Et ça, c'est très important de comprendre parce que ça montre que finalement l'Ukraine n'est qu'un, un accessoire dans la politique européenne qui consiste à affaiblir la Russie. Et on l'a compris, le fond du problème, peut-être, ça serait aussi l'Union européenne. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jacques Beau. La conversation avec vous est passionnante et le temps passe vite, malheureusement. Je rappelle que vous êtes un ancien expert en renseignement, toujours d'ailleurs, quand on lit vos livres. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt et je vous dis aussi bonne recherche pour la suite sur le dossier ukrainien. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir prêté attention, chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.